Mesdames et messieurs, les intervenantes de ce jour, cher public, étudiantes ou venues de la ville, c'est avec un peu de trac évidemment, mais surtout avec beaucoup d'émotions positives que je vous reçois. Est-ce qu'on reprend avec les micros? Vous m'entendez pas? Ça va mieux? Voilà, alors donc, je salue donc les intervenants de ce jour et vous, cher public, qui êtes soit des étudiants, soit venus de la ville, et avec le petit trac requis pour ce genre de présentation, mais avec toute l'émotion que j'ai, je vous reçois ici à l'Université de Genève pour ce 3e jour de la Semaine des droits humains. Dédié cette année aux incertitudes, aux fragilités de la démocratie, la Semaine des droits humains est en effet particulièrement heureuse d'accueillir ce soir la Fondation Martin-Ennals, qui honore désormais depuis 30 ans, par le prix Martin-Ennals, celles et ceux qui, au risque de leur sécurité et de leur propre vie, résistent à l'usure des droits humains et œuvrent concrètement à leur défense et à leur respect. Pour la présentation de cette soirée, dont le titre sonne comme le retournement un peu ironique, je dois dire, d'un impératif kantien, « La démocratie s'arrête là où gisent les droits des migrantes », je demande à Philippe Curat, président du conseil de Fondation Martin-Ennals, de me succéder à ce micro. Je vous souhaite une très belle écoute et me réjouis de vous retrouver au prochain rendez-vous, puisqu'il y en a, de la semaine qui se poursuit jusqu'à ce vendredi 15 novembre. Merci. Merci Ambroise. Mesdames et messieurs, la question des migrations est un enjeu central de nos démocraties car la manière dont elle est instrumentalisée par les populismes et les extrêmes l'érige en incertitude fondamentale. Identifier les lieux de provenance des migrants, c'est aujourd'hui vouloir nous dire d'où l'ennemi viendra. Nous nous plaçons ainsi dans la position décrite par le prix Nobel de littérature sud-africain John Maxwell Coetzee dans son roman « Waiting for the Barbarians ». L'auteur nous y dépeint l'attente, aux confins d'un empire imaginaire, d'un ennemi dont on ne sait pas très bien qui il peut être, ni même s'il existe vraiment. Il viendrait de quelque part, d'un lieu inconnu peut-être situé au-delà du désert qui borde la frontière. Lorsque fait irruption, dans l'intrigue, le sinistre colonel Yole, l'ennemi prend forme. Il y a toujours un ennemi pour qui le cherche. Par sa technique dite de patience et de pression, en un mot de la pratique de la torture, il va confirmer la présence de l'ennemi car la douleur est vérité. Le magistrat en place, opposé aux méthodes inhumaines de ce colonel au noir dessein, va se mettre à la recherche de ces habitants du désert en se basant sur des cartes incertaines. Il les trouvera à l'issue d'une épreuve initiatique des nomades auxquels il rendra cette fille estropiée par la torture du colonel Yole. Ce peuple qui récupère l'une des siennes ne montrera pourtant aucune forme de reconnaissance. Méfiants, menaçants, à pro-gain, ils incarnent une forme d'hostilité larvée. Lorsque revient le magistrat dans sa ville, les bibliothèques ont été vidées, le colonel se méfiant des livres. Il soupçonne le magistrat de connivence avec l'ennemi et pense que les lamelles de bambou sur lesquelles les anciens habitants de la région ont gravé des glyphes impénétrables sont des messages secrets pour déstabiliser l'Empire. Mais le magistrat brandit devant ses accusateurs une tablette gravée d'un signe unique qu'il retourne pour signifier ce caractère comme représentant la guerre dans un sens, la justice dans l'autre. Le compositeur américain Philip Glass en a fait un opéra créé à Erfurt en 2005. Le réalisateur colombien Chiro Guerra en a fait un film grandiose en 2020
avec Leonardo non pas du tout, avec un autre acteur que l'on ne m'échappe actuellement, mais c'est pas grave, vous le verrez si vous ne connaissez pas ce film encore. Nos sociétés attendent les barbares. Nous ne savons pas vraiment qui ils sont, ni quelles sont leurs intentions. C'était Johnny Depp dont je voulais vous parler. Ils viennent d'un flux migratoire présenté comme illicite, incontrôlable, qui déstabilise l'empire que nous nous croyons avoir construit. Il serait le signe d'un effondrement de nos sociétés, d'un grand remplacement qui se traduirait par leur substitution à nos peuples écrasés. Il viderait nos bibliothèques, étrangers à notre culture commune. Les barbares, dans son sens premier, en grec, ancien, c'est l'étranger. Le non-grec, celui qui ne parle pas la langue, ne partage pas la culture grecque. Le sens n'est pas alors péjoratif. Il le deviendra ensuite tant il est facile de forcer l'étranger avec Camus comme avec Coetzee en ennemi. Ils viennent à travers la mer après avoir franchi le désert. Lassés sans doute d'avoir trop longtemps placé nos espoirs dans les veilles sans fin d'un commandant Drogo, isolé dans un fort surveillant inutilement le désert des Tartares, méprisé par la gloire tant recherchée, qui voit poindre l'ennemi au moment même de sa retraite, l'ennemi qu'il ne pourra plus combattre. Ce que nous montrent nos évolutions politiques actuelles, c'est que nous adoptons une attitude défensive face à des barbares qui montent à l'assaut de notre forteresse qui n'est plus défendue. Le laxisme du magistrat, le rejet des méthodes du colonel Yole, la vaine attente du commandant Drogo sont autant de défaites dont nous devons impérativement nous relever. Ces barbares nous sont trop étrangers pour être des êtres humains comme nous. Nous ne manquons donc pas de compassion humaine à les rejeter à nos frontières, à les laisser se noyer en mer ou crever avant la traversée dans des geôles immondes dans lesquelles d'autres barbares les retiennent en esclavage, les exploitent et les dépouillent de tout, de leurs biens et de leur dignité, avant de les envoyer à la mer, errer vers nos côtes, quittant le rivage des Syrtes vers des civilisations rêveuses. Sous la pression des populismes et des discours de haine propagés par les extrêmes, nous nous faisons barbares, plus barbares encore que ceux que nous craignons. Nous abandonnons toute humanité pour nous placer plus bas encore que ceux que nous humilions. Nous nous faisons les victimes de nos peurs irrationnelles à en perdre la raison. Nous abordons ce soir, avec vous, les enjeux de ces migrations, avec la professeure Maya Ertigranda, le lauréat du prix Martin Ennals 2019, Abdelaziz Mouhammad, et Panayote Dimitras, l'un des finalistes du prix Martin Ennals 2024, qui interviendra en ligne depuis la Grèce. Aziz vous parlera de sa fuite du Darfour, puis du Soudan, de son errance sur les mers, pour se retrouver enfermé des années durant dans un camp de concentration érigé par les Australiens sur le sol de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il était condamné à croupir avec d'autres barbares dans des conditions inhumaines. 4 des finalistes du prix Martin Ennals 2024 ont enregistré leur témoignage pour nous rappeler premièrement qu'une part importante des migrants sont en réalité des déplacés internes dans les frontières de leur propre pays. Ensuite, beaucoup d'entre eux s'arrêtent au refuge des États limitrophes, passant parfois à travers de pays de transit dans lesquels ils ne s'arrêtent pas. L'on vous dira aussi le courage et la force qu'il faut à certains pour reconstruire une société civile active depuis l'exil, pour reconstruire dans les territoires quittés des conditions de vie dignes, ce qui dit tout de la déchirure qu'est la migration et de l'attente du retour au pays. Panayote Dimitras nous dira enfin que les obstacles que nous mettons à la migration visent aussi à nous empêcher d'aider à construire une solution digne et respectueuse de chacun. Je vous propose de commencer cette soirée par regarder le témoignage de Kenya Hernandez, qui nous vient du Mexique et qui est l'une des finalistes du prix Martin Ennals 2024, avant un premier tour de table où je vous présenterai nos intervenants et le reste de la soirée. Kenia es una mujer afroindígena perteneciente a la etnia Ñomda, hablante de la lengua amuzga. Esto es en una comunidad de Xochislahuaca, en Guerrero, México.
Ella actualmente se encuentra privada de la libertad desde hace 4 años en el Estado de México, acusada por diversos delitos. Esto en el contexto de protestas sociales en casetas de cobro. Es un contexto muy preocupante y angustiante el desplazamiento forzado interno, incluso cada vez es mayor. Por lo regular es en la zona sur-sureste donde las personas se están desplazando. Incluso hace no muchos meses, quizá un par de meses, comunidades, mucha gente de la entidad de Chiapas ha estado migrando a Guatemala por las condiciones de inseguridad y hostigamiento de grupos armados, de condiciones de inseguridad atroces. Incluso Kenia venía acompañando a otra comunidad indígena triqui, que también ha estado en condiciones de desplazamiento forzado interno por condiciones de búsqueda de seguridad. Entonces, ha sido una cosa muy angustiante. Este grupo que te comento, el de indígenas triquis, de hecho, bueno, ahora nosotros les estamos dando también acompañamiento. Por eso también estamos que Kenia esté libre, ¿no? Para que retome algunos acompañamientos. Esta comunidad, no te miento, si en una de las avenidas principales de la Ciudad de México, un grupo de mujeres indígenas triquis fueron perseguidas, correteadas, encapsuladas en una de estas avenidas de las más grandes que atraviesa la ciudad. Una cosa que pasó a la vista de todos. Todos vimos cómo en una tarde lluviosa había unas mujeres que estaban perseguidas y encapsuladas por granaderos. Y ellas no vinieron aquí por gusto. Ellas venían de por sí ya desplazadas de su comunidad. Vinieron a la ciudad para hacerse visibles. Y resulta que en la ciudad también las hostigaron de esa manera. Estamos viviendo un contexto en verdad muy angustiante, alarmante, en que las personas están saliendo de sus comunidades, ya no nada más por mejorar las condiciones económicas, por sobrevivir, por buscar proteger la vida, es que están saliendo de los territorios. Cuando Kenia sale y se desplaza, si bien es comprensible de alguna manera que el mecanismo de protección diga, pues si tienes un problema en tu comunidad, salte, pues claro, esa es la fácil, ¿no? Pero es que el punto es que tenemos un montón de personas defensoras, periodistas, que están viviendo lejos de su lugar de origen y que están tratando de hacer una nueva vida en otras comunidades que no son las suyas, pero que además se vuelven todavía más incómodas porque siguen haciendo sus labores. No podemos decir, defensor, defensora, ¿tienes un problema? Pues vete y abandónalo todo. Pues claro que no. Las personas no funcionamos así. Entonces, no nos pueden decir que se vayan a otro lugar y que empiecen una vida de nuevo, porque la vida que tenían no se puede dejar de la noche a la mañana. Tenemos que mejorar las condiciones de seguridad, de integridad personal para las personas que son defensoras de derechos humanos o periodistas. Vous avez donc ici le premier témoignage de Kenia Hernandez du Mexique sur son expérience personnelle et qui lui a valu d'être finaliste du prix Martin Ennals 2024. Le prix Martin Ennals est remis depuis 1994 chaque année à des activistes des droits humains qui se distinguent par la qualité de leur engagement, par un jury qui est composé des 10 plus importantes ONG en la matière et qui, chaque année, essaye d'identifier parmi les candidatures reçues les plus méritants d'entre eux pour le prix, mais qui, évidemment, a voulu aussi, pour mettre en avant le caractère
universelle des droits fondamentaux, mais également montrer que les candidatures que nous recevons viennent du monde entier et seraient tout aussi dignes les unes que les autres de recevoir le prix. Cette année, pour le 30e anniversaire, rendre public aussi la liste des 10 finalistes et non pas simplement celle des 2 lauréats qui seront annoncés publiquement le 19 novembre et la cérémonie de remise du prix aura lieu le 21 novembre à partir de 18h30 à la salle communale de Plainpalais. Vous êtes évidemment toutes et tous invités à nous rejoindre pour cette occasion-là. J'ai avec moi ce soir la joie d'accueillir Maya Ertig-Randall qui est professeure à l'Université de Genève, professeure de droit public et qui enseigne notamment justement cette matière des droits humains et qui va pouvoir nous parler aussi de ce qu'elle a comme expérience des migrations, du droit, des migrations, des situations qui lui sont connues. D'un autre côté, nous avons Abdulaziz Mohamed, qui est une forme d'arme de promotion massive des droits humains. Il a une expérience absolument extraordinaire acquise à travers sa propre histoire, dont il pourra vous parler aussi pour alimenter le débat de ce soir. Maya Ertig, peut-être pour commencer avec vous, merci tout d'abord d'être là. Que vous évoque cette question des migrations, que vous évoque la question du titre que nous avons donné à cette soirée, La démocratie s'arrête là où gisent les droits des migrants, et peut-être par rapport à la première situation que nous avons entendue, la question des déplacés internes par rapport à la question migratoire et aux derniers éléments qui nous rejoignent jusqu'ici chez nous. Alors, bonsoir à tout le monde et j'aimerais d'abord dire que je suis vraiment honorée d'être là ce soir parce que le sort des défenseurs des droits humains me tient vraiment à cœur. Je dirais que les défenseurs des droits humains, leur sort, c'est vraiment un baromètre du bien-être d'une démocratie. On le voit dans les États où les défenseurs ne peuvent plus du tout être actifs ou sont poussés à l'exil. C'est vraiment des États, je dirais, avec le pire score dans le domaine de la démocratie. Peut-être, qu'est-ce qui m'évoque ce titre, n'est-ce pas ? Je dirais, il faut en tout cas pas faire une opposition entre la démocratie et les droits humains. Donc, souvent, on a cette vision de la démocratie, c'est la majorité qui décide, une conception presque identitaire d'un peuple qui se construit selon, voilà, nous les citoyens, de l'autre côté, il y a les personnes étrangères. Mais pour moi, une véritable démocratie, elle inclut le respect des droits humains. Donc, on ne peut pas s'imaginer une démocratie, par exemple, sans liberté d'expression. On ne peut pas s'imaginer une démocratie où il n'y a pas aussi un esprit, je dirais, démocratique, pluralisme, tolérance. Et ces principes-là sont justement menacés quand on construit une opposition entre nous et vous, qui peut aller vers voilà, l'extermination, l'exclusion. Donc je pense, et la démocratie au fond a aussi une idée inclusive à la base. Si on pense au début, la démocratie protégeait avant tout, je dirais, l'homme blanc, fortuné. Et on va vers une extension. Peut-être un jour, on va aussi conférer les droits politiques aux personnes étrangères qui font quand même un quart de la population en Suisse. On peut se demander, est-ce que ça reste justifié d'exclure ces personnes ? Après, qu'est-ce qui m'a évoqué le film ? Donc, quand je l'ai vu, j'avais d'abord un besoin un peu de contextualisation. Donc, j'ai essayé de trouver des chiffres et effectivement, j'ai l'impression que chez nous, on a peu sur le radar le sort des personnes déplacées internes. On peut être cynique et dire peut-être c'est parce qu'on se dit « ah, ils ne sont pas chez nous, alors tant mieux ». Mais peut-être c'est aussi par simple ignorance. Donc pour revenir aux chiffres, il y a à peu près 120 millions de personnes qui sont déplacées de force dans le monde et les déplacés internes, environ 70 millions, donc à peu près 60%. Donc vraiment un chiffre énorme. Et je me suis aussi demandé, comme le thème est un peu la démocratie aussi, au fond, je pense l'exemple du Mexique, les causes sont évidemment diverses de déplacement interne, mais dans le cas du Mexique, c'est effectivement un État qui n'arrive plus à remplir sa mission. Si on pense fondamentalement à l'État libéral démocratique, comme il a été conçu, c'est un État qui a sa justification par le besoin de protéger ses citoyens, protéger les droits humains des citoyens, et il est en même temps limité par ses droits. Donc, en protégeant les citoyens, il ne doit pas bafouer les droits des particuliers. Et c'est un État démocratique dans le sens il est légitimé par le consentement du peuple et il adopte des lois, voilà, qui sont aussi là pour le peuple.
qu'est-ce qu'on voit au Mexique? C'est une insécurité totale, hein, un État qui n'arrive pas à assurer la sécurité, un État avec un niveau d'impunité quand même flagrant. J'ai essayé aussi donc apparemment la chance pour un délit, un crime, d'être dénoncé et poursuivi à peu près 1%. Donc les rapporteurs spéciaux, les deux, sur les défenseurs des droits humains. Il y a aussi un autre rapport de la rapporteuse spéciale sur les personnes déplacées à l'intérieur, relève ce fait de dire, donc c'est vraiment un problème fondamental que nous avons un État qui n'assure pas sa fonction, où c'est au fond la criminalité qui règne, et un État qui parfois m'est mêlé aussi à la violation des droits humains. Donc peut-être je vais m'arrêter là, mais je peux bien encore ajouter des idées qui me sont venues en regardant le film. Oui, je crois que de toute manière, comme toujours dans ces soirées, nous n'épuiserons pas le sujet. Un mot que vous avez employé qui est intéressant, c'est celui d'extermination. Parce que dans son sens premier, en latin, il vient de ex, qui signifie hors de, et terminus, qui signifie la frontière. Ouais. Et à l'époque, la sanction pénale était l'exil, c'est-à-dire que l'on envoyait les personnes condamnées en dehors des frontières de l'impérium romain. Donc c'était une forme d'exil pour protéger l'État de ces criminels que l'on punissait ainsi. Et évidemment qu'avec l'humanité qui se globalise, il n'y a plus réellement d'extranéité possible aujourd'hui. Et on en vient finalement à exterminer en renvoyant les personnes au-delà même des frontières de la vie, puisque le sens premier d'extermination aujourd'hui, c'est un meurtre de masse. Peut-être un mot très rapidement sur une ancienne lauréate du prix Martin Ennals qui venait du Mexique et qui a un parcours qui, comme tous nos lauréates et lauréats, m'a beaucoup impressionné, parce que c'était une femme qui un jour n'a pas vu rentrer sa fille, dont on a retrouvé le corps dénudé, violé, tué dans un caniveau quelque temps plus tard. Victime, parmi tant de milliers d'autres, de ces infanticides qui fleurissent au Mexique et dans certains États du Mexique, plus encore que d'autres. Et face à l'absolue absence de réponse des autorités, cette femme qui n'avait pas d'éducation particulière a commencé des études, est devenue avocate et a fini par obtenir la création d'un parquet spécialisé pour traiter des problématiques d'infanticide. C'est de cela aussi dont on parle quand on parle d'activisme des droits humains et quand on parle d'engagement que le prix Martin Ennals récompense. Et la récompense que Aziz a reçue en 2019, elle est justement là parce que tu as, à travers un parcours personnel extrêmement chaotique dans un premier temps, réussi à attirer l'attention du monde sur la situation des migrants dans un cadre très particulier. Toi, tu es parti du Darfour ? Oui, et ensuite. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonsoir à tous. Permettez-moi de remercier l'Université de Genève et la Fondation Martin Haller pour l'invitation. Tout d'abord, permettez-moi de parler un peu sur la partie de la démocratie. Donc la démocratie, pour moi, selon sa propre définition, c'est universel. Mais quand il vient à la droite des migrants, c'est devenu sélectif. C'est-à-dire, la démocratie ne s'applique pas aux migrants, s'applique c'est devenu universel qu'à la peuple qui croit dans un pays où il y a une démocratie. Deuxièmement, je vais dire, par rapport à ce qu'on vient de voir, les films qu'on vient de voir, surtout sur les migrations internes, on doit vraiment préciser les migrations internes. Donc les migrations internes, ça divise en deux. Il y a une migration interne pour une courte durée et il y a une migration interne pour une longue durée. Mais plus que ça aussi, il y a une migration interne qui est vraiment causée par les guerres ou bien d'autres crises qui ont forcé les gens de quitter leur propre domicile. Mais si je me commence avec la migration interne pour le court durée, c'est plutôt, je dis, c'est une migration saisonnière. Et plutôt, si je prends mon propre pays, Soudan, avant les guerres, donc je reviendrai sur les parties de guerre, mais je parle peuple avant les guerres, on voit que vraiment il y a un déplacement interne. Et le déplacement, ce n'est pas forcé, mais volontairement. C'est saisonnier. Les gens, ils déplacent de leur village pour aller dans un endroit, pour travailler, et puis pendant 3 mois, après, ils rentrent. Ça, c'est celle que je caractérise en tant que courte. Mais les longues durées, on voit les gens qui, dans les villages, qui quittent les villages
dans une âge qui est vraiment plutôt de 18 à 16 ans, pour aller vraiment travailler dans le centre-ville, et ils se logent là-bas pendant vraiment une durée de 20 ans, 30 ans. Et puis, tout ce qu'il reçoit pendant qu'il est dans le ville, il essaie de construire des maisons au village, après il rentre tranquillement au village. Donc ça, c'est vraiment une migration pour une longue durée. Mais quand on parle de la déplacement interne, toujours, je prends mon propre pays aujourd'hui. C'est le seul pays qu'on voit au monde qui a eu à peu près 12 millions de déplacements forcés aujourd'hui. Parce que vu qu'aujourd'hui, il y a d'autres conflits partout dans le monde qui a bloqué l'accès à la réalité de ce qui se passe aujourd'hui au Soudan. Et on voit aujourd'hui le chiffre. Et ça, c'est un chiffre qu'on n'est pas sûr que cette chiffre, selon nous, en tant que Soudanais, on voit cette chiffre peut-être sur les chiffres exacts, peut-être ça va être 15 millions, 16 millions de personnes qui sont forcées à déplacer. Mais après, on dit, d'où ces gens ils partent? Il n'y a personne qui veut vraiment, qu'il voulait traverser les frontières de notre pays pour venir quelque part. Ils ont tous déplacé, mais à l'intérieur des pays. Mais partout, après tout ça, ils sont contents où ils ont été. Mais quand je vois aujourd'hui, surtout les femmes, surtout dans ces déplacements, les femmes sont les doubles victimes. Et je dis les doubles victimes, pourquoi? Parce qu'à l'époque, avant les guerres à commencer au Soudan, on a vu que vraiment les hommes, ils quittent leur famille pour aller chercher, pour aller travailler quelque part, après ils rentraient. Mais vu que vraiment la guerre a commencé, les gens ils sortaient et ils ne rentrent plus. Du coup, ils ont vraiment demandé à leurs femmes de prendre les enfants et de les rejoindre. Et du coup, pendant ces parcours, on voit que vraiment il y a une victimisation de la femme et qui s'est fait soit en demandant que les femmes qui donné de l'argent pour les gens qu'ils essayent de les violer, qu'ils violent, soit parfois ils les demandent que, ça dépend, parfois il y a une suspicion que les femmes ils travaillent soit avec les armées, soit une espion et quelque chose comme ça. Mais moi aujourd'hui je vois, on parle de la migration interne, mais on essaye d'éviter la question. Parce que moi, je vois, même dans la question des migrations internes, la démocratie ne s'applique pas pour les migrants. Pourquoi ça ne s'applique pas? Parce que dans leur propre pays aussi, ils n'ont vraiment pas bien... Il n'y a pas une égalité au niveau de la chance de travail. Il n'y a pas une égalité parce qu'ils viennent d'une région qui est vraiment moins développée. Il n'y a pas une égalité au niveau de la santé. Il n'y a pas une égalité au niveau de la sécurité. Donc ça touche vraiment la question fondamentale de la démocratie. Et moi, j'aimerais quand même développer beaucoup, mais j'ai quand même le professeur Maya pour nous donner un peu des exemples quand même. Merci Aziz pour cette première intervention. Je vous propose de passer maintenant à 3 courts films sur le même modèle que celui que nous venons de voir, de 3 autres de nos finalistes 2024 qui vont vous montrer 3 situations très différentes. Dilrabo Samadova est une activiste au Tadjikistan. Nous aurons avec elle la possibilité de traiter effectivement de ces migrations professionnelles où la population se voit finalement contrainte par la nécessité économique d'aller travailler dans un autre pays dans lequel elle peut éventuellement se retrouver exploitée. Nous aurons ensuite en enchaînement avec Jamal Abdallah Khamis Ishaq du Soudan, qui, lui, a dû franchir la frontière pour se retrouver au Tchad parce qu'il a dû fuir la situation de conflit armé et qui nous parlera de cette situation justement dans un pays limitrophe à celui qu'il a dû quitter. Et nous aurons Nasta Loïka du Bélarus qui, elle, nous parlera aussi de la manière dont finalement son pays s'est retrouvé comme un état de transit pour l'émigration dans des circonstances particulières. Je vous propose de tout de suite passer au premier de ces 3 entretiens. Tajikistan has more than 1 million of population who are in the labor migration in Russia, mostly. And the biggest receiving country of Tajik migrants is Russia. And the migrants did huge support from the Tajik budget because the money migrants send to Tajikistan every year, it's way more than state budget.
So Tajikistani migrants send more money than international organizations and the government budget every year to Tajikistan. And almost every family had one member in the Russia or Europe, but mostly Russia, who financially support the family year by year, living 10 years, 15 years in the migration and come visit the family twice or once a year. It's like a sacrifice, one member of your family to support medical assistance, education, living, housing, food of all other people. So one hero from each family support the family as a migrant. But since starting the war of Russia against Ukraine, situation totally changed. Russia became very aggressive and adopting aggressive law against the migrants. Doesn't matter if you are a legal migrant or if, as they say, illegal migrant. I don't know the meaning of this terminology. Why person who want to work and earn money and do some job can be illegal in other country. They face a lot of violations, even torture, arbitrary detention, harassment in the street by the police or some civil activists who work together with police. We have a double citizenship with Russia, and those Tajik who work in Russia and who argue about the situation, they can easily lose their citizenship. Like a citizenship is a ticket to plane. They can easily lose the citizenship if they do not agree with the legislation or protect other migrants or share other thoughts. So especially after the terroristic attack in Russia in the Crocus Center, Russia is changing every day the legislation, putting more requirements to the migrants, less guarantee, higher taxes, limited days you can stay in the Russia without the registration or without the legal job permission. A lot of Tajik citizens who are lack of the documentation, they are forcibly sent to war. They are to war against Ukraine. We receive a lot of videos from Russia, migrant center, where especially Tajik migrants are kept in the very difficult conditions, without water, without food, medicine, in a really limited space, very hot weather or very cold weather. The administration of the prison pushed them to sign the agreement with the Ministry of Defense to become military. This way they can find citizenship of Russia in the easiest way, but you have to go and work and participate in the war. شكرا على السؤال. طيب ما يلي بمسألة الهجرة ومسألة الحماية في الجزئية تحديدا، يعني صحيح كلاجئين أو أي لاجئ لما يمشي كويس يطلع من دولة بتاعه ويمشي في دولة آخر هو بيبحث عن الحماية. طيب الحماية يعني برضه هيتجزأ كويس يعني أجزاء أنا ما أقدر أتطرق عليها، لكن الحاجة اللي بهمنا فيه في السياق ده تحديدا إنه يعني الوضع الأمني. أنا سلفا يمكن ذكرتها في اليوم الفاتت عن الأوضاع بتاعت اللاجئين يعني في دول بتاعت الجوار. نموذج له مثلا كويس في تشاد كويس وفي أثيوبيا. اللاجئين السودانيين المقاتل الأمنية اللي هم قاعدين بيتعرضوا له. الوضع عموما يعني اللاجئ لما يمشي في دولة هو صحيح في قانون معين بنظم اللجوء وهو يكون قاعد كويس، وبموجب القانون ده بيلقى حقوقه كويس كلاجئ وهيكون متواجد قاعد. لكن حال ما ينعدم كويس يعني الوضع الأمني، وأحيانا الدول وخاصة لما يكون جوار شديد مع الدولة بتاعت النزاع وزي
مثال اللي احنا قاعدين عليه في السودان وفي تشاد، وبتلقى التداخل يعني قبلي كويس ما بين مكونات في السودان ومكونات في تشاد. إضافة لكده بتلقى إنه الحدود فاتحة، بتلقى زول يكون عنده أسرة في تشاد، أسرة في السودان كويس. يعني بتلقى إنه نفس الزول كويس اللي بيرتكب انتهاكات حقوق الإنسان في السودان ده بتلقاه هو قاعد كويس في تشاد وهو مواطن تشادي. يعني الأمر هنا هيكون في صعوبة جدا كويس، حتى إنه يعني الدول كويس والمنظمات كويس، وخاصة يعني هيومن يو ان تي سي ار كويس، انه يعني يحاول يعمل لك كويس او يوفر لك الحمايه. يعني احنا مثال اللي عندنا في ادري، يعني ادري هي منطقه قريبه يمكن يبعد على بعد كم 20 كيلو بالتقريب من الجنينه. الحدود قريبه وفاتحه، وبنلقوا نفس الناس اللي انتهكوا في حقنا. الزول اللي قتل ابوك بتلقاه، المرأة ممكن يلقى مغتصبة كويس يلقاه موجود في المعسكر. خير كده يعني بتلقى المنهوبات سراير بتاعنا مراتبنا كويس لملبوسات حقنا النهبو في الجنينة كويس، والنهبو في يعني زالنجا، ونهبو وين بنلقاه كويس في سوق بتاع أدري. طيب دي واحدة من التحديات كويس، واحدة من التحديات يعني بخلي إنه الدهية كويس أو اللاجئ هيكون مطمئن هيكون قاعد. فوق ده كله يعني حال ما هيكون في يعني استهداف او يعني في كلام موجه بشكل مباشر كويس، سواء كان في الميديا او يعني بالمقابلات الشخصيه، زول لما يحددك ويقول لك انت قاعد في محل الفلاني وانا هنقتلك كويس، وبتلقى بكره بعد بكره زول قتلوه، زي الحاجات اللي قاعدين بنشوفوا في معسكر بتاعت مكه كويس، معسكر مكه قريبه لمعسكر عدري. يعني احنا من جينا يمكن اكثر من 7 حاله بتاعت غضلي كويس، وتهديدات واصابات بصوره يعني متكرره، وبتلقى انه يعني حالات بتاعت الاغتصاب كويس في المعسكر وفي اطراف المعسكر للنساء اللي بيمشوا بيبحثوا كويس في الحطب. اضافه لكده في معسكر بتاعت اركم كويس، ودي اللي بيبعد عن يعني من مكه وبخرب، ومعسكر ابو تنجي، ومشاكل كثيره عن المعسكرات في شرق تشاد يمكن انتم سميتوا. نفس الحال بتلقى انه الودي موجود كويس في معسكرات بتاعت يعني اثيوبيا كويس، في دوله اثيوبيا. طيب الوضع عموما يعني بشكل عام بالنسبه للاجئين سيء جدا. يعني احنا كمدافعين بتاعت حقوق انسان كنا بنقدم شكاوي، وانا واحد من المجموعه كنا بنمشوا كويس لمكتب بتاعت يو ان تي سي ار. اتضح لنا انه يعني يو ان تي سي ار لحد الان ما عنده اي اجابه لنا نحن كويس. طيب لانه هو ذاته يمكن يعني احنا ما قدرنا عرفنا انه يو ان تي سي ار ما قادر يقدم لنا الاجابه كويس على مساله بتاعت الحمايه ده، نتيجه لانه يعني هو ما عنده تمويل. يو ان تي سي ار ما قادر يخاطب السلطات مثلا كويس في الدوله المستضيف انه يعني هيقدر يعمل كنترول ويوفر وضع امني. فوق ده كله يعني احنا. My name is Inira Branitska, but I'm here on behalf of my colleague who can't be here. Her name is Nasta Loika, and she's imprisoned in Belarus for 7 years for preparing human rights report. She was sentenced last summer, and she still have to serve more than 5.5 years in prison in Belarus. She started to work with foreigners and migrants, refugees in Belarus. No one was really working with this topic as with human rights topic in Belarus, and Nasta was one of the first who said that we need to do something. I mean, we had some crisis, first migration crisis in 2016 in Belarus, and this motivated Nasta a lot, and that's how Human Constanta started. We are Belarusian human rights defenders, but we are not human rights defenders in Belarus. I would say there is no more human rights defenders in Belarus. All organizations were liquidated. They lost their legal status. But of course, this is not the main obstacles. Even we have criminal responsibility for acting from the name of non-registered organization. For example, Human Constanta is liquidated in Belarus, but if I would do something in Belarus on the name of Human Constanta, I would be arrested and put in prison for 2 years. It's really all these activities are treated as dangerous, threatening to national security. We are doing our job
on Belarus for Belarusian people or for other like clients, like for example, in our case, for foreigners who are still in Belarus, but we are doing it from, in exile from the territory of other countries. Belarus was also always a transfer country. That means that people were crossing Belarus to move to Europe. That's not something new, how it's sometimes presented now, especially due to last crisis. But from the moment of collapse of Soviet Union, when it started to be a little bit more freedom, Belarus was crossed by many people and they were moving to Europe. So like some statistics from Poland that actually some 2,000, I think, people were coming through Belarus every year. This was forever. We have in our border town Brest, there are some town rumors, even from 90s, about some Chechen people who arrived to Belarus, fall in love with Belarusian girl and stayed in Belarus forever. So even they moved to Europe on their way. I think it's important to say, because sometimes this migration situation on the border with Belarus and European Union presented in a specific way. But in 2016, new government came to power in Poland and they stopped to accept application from asylum seekers on the border checkpoints, or they started to do very arbitrary. They were telling to people that they don't have visas, so they can't let them in, and they were not hearing the asylum application. So at some moment during the summer 2016, some several thousands of asylum seekers stuck in Brest, and it became very visible for Belarus, for people around. Most of these people were from North Caucasus region of Russia, but this is like standard people who were before normally crossing the border and asking for asylum, but not only from Russia, but also from some Central Asian countries and some from far Afghanistan also we had, or some other more far countries. And then it's actually how my colleagues and Nasta found out about this problem, that there are some problems with foreigners who for some reasons can't be accepted in Poland, that they also need support in Belarus, that no one is taking care of them in Belarus, that they might need humanitarian help, or maybe some of these people would like to stay in Belarus, and that we need to ensure that Belarus would not violate their human rights. So we started a mission. First, it was a mission. So they came to Brest, they organized food, humanitarian help, clothes, everything to people. So they started to consult them about some legal procedures. This was a quick beginning of a journey that we are still doing. We are still helping foreigners in Belarus, and we are still helping migrants, even, for example, I myself already a refugee in Poland. Nous avons là trois situations très différentes, évidemment, de trois personnes qui viennent de trois pays différents. Je vous rappelle Dilrabo Samadova, que nous avons vu en premier du Tadjikistan, Jamal Abdallah Kamis Ishar du Soudan et Nasta Lojka, qui était représentée ici par une de ses collègues au Bélarus. Aziz, peut-être, pour prendre au milieu des trois films que nous venons de voir, la situation décrite par Jamal. Le Soudan, après la fin du pouvoir du président Abdallah Bachir, a connu une première période de transition qui semblait porteuse d'espoir, avant que finalement tout ne s'effondra et qu'aujourd'hui le pays sombre à nouveau dans une guerre dont on ne voit plus très bien la fin. Et les éléments que présente Jamal par rapport à la situation, notamment sécuritaire pour les migrants, me semblent tout à fait représentatif de ce que l'on peut retrouver d'ailleurs dans d'autres cas de figure également. Qu'est-ce que cela évoque pour toi, ce qu'il nous a expliqué par rapport à ton propre parcours et à ta connaissance du pays? Oui, effectivement, je veux dire, la dignité humaine, il n'y a pas de frontières, donc on doit être honnête sur ça quand même. Aujourd'hui, c'est ce que Jamal a expliqué, c'est quelque chose que surtout les migrants ou bien les réfugiés soudanais actuellement ils subissent, donc, et ça continue, donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va arrêter.
Mais je reprends un peu, donc depuis l'année passée, donc au mois d'avril, l'année passée 2023, il y a une guerre qui a commencé entre des généraux qui se battent entre eux. Et chacun voulait vraiment prendre le pouvoir. Donc, et le résultat de cette guerre qui a fait déplacer autour des, quand j'ai précisé avant, donc 12 millions de personnes à l'interne, et il y a 3 millions de personnes qui sont déplacées dans les pays voisins. Et les 3 millions aujourd'hui se trouvent dans les pays les plus pauvres. Que je vais dire du monde. Donc, parmi eux, on a des migrants qui sont vraiment partis jusqu'à l'Afrique, au Tchad. On a des gens qui sont traversés les frontières pour aller au Tchad parce que c'est aussi le côté les plus proches du Soudan, surtout dans le côté des Darfour. Et puis, on a des gens qui sont traversés pour aller dans le Centrafrique. On a des gens qui sont partis jusqu'au Congo. On a des gens qui sont partis au Sud-Soudan, les pays qui est aussi connu, qui a vécu vraiment pas mal de guerres. Et on a des gens qui sont aussi traversés de l'autre côté pour aller en Éthiopie. Mais malgré toute cette transition, on voit que les migrants là-bas en tant que Soudanais, souvent ils subissent vraiment des crimes, soit par le... Vu que vraiment aujourd'hui l'Éthiopie, il y a une guerre aussi en Éthiopie, du coup, ils se trouvent dans un endroit qui est vraiment pas contrôlé ni par les militaires, ni par les rebelles. Donc, c'est un endroit qui se trouve au milieu. Du coup, souvent, surtout les défenseurs des droits humains, souvent on entend que vraiment il y a des cas souvent il y a des cas il y a des cas qui des gens qui vont disparaître complètement. Donc il y a des cas de disparition. Et aussi au Tchad, les situations c'est devenu vraiment plus compliqué parce que c'est un pays qu'on partage plutôt beaucoup de choses avec le Tchad. Donc au niveau des langues, on partage les langues, des cultures. Et aussi on a des familles qui sont moitié au Soudan et moitié au Tchad. Et c'est ce qui a fait vraiment aggraver un peu la situation pour les réfugiés qui sont venus là-bas, parce que parmi les personnes qui ont eu des nationalités soudanaises et qui ont participé dans les crimes au Soudan, et malgré ça aussi ils ont venu au Tchad. Et du coup, les gens qui ont vraiment fui leur pays pour venir au Tchad et chercher une protection, donc ils voient les femmes, souvent ils voient les violeurs qui sont devant eux. Les hommes, ils voient les personnes qui ont tué son père, il est devant lui, et il ne peut rien faire. Et du coup, souvent, le manque de sécurité a créé vraiment une situation qui est extrêmement, je vais dire, grave pour les personnes là-bas. Et Jamal, parmi les personnalités que je vais dire, j'ai parlé avec lui, même en dehors de ce film. On a partagé pas mal de choses, mais je vois que vraiment, lui c'est comme quelqu'un qui a été avocat, mais son maître, il était vraiment assassiné devant lui. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a vécu vraiment, son maître était assassiné, les collègues sont tous assassinés, et là, lui, il est devenu responsable pour assurer la sécurité des enfants, de tous ses collègues. Donc c'est devenu, je vais dire, la situation pour le Soudanais actuellement au Tchad. Malgré leur situation, ils sont toujours là. Mais il n'y a personne qui a vraiment demandé pour aller quelque part au loin de là, parce que tous on a des petits espoirs. Je vais dire 5% d'espoir qui reste sur nous. Peut-être demain ou bien l'année prochaine, il y aura une paix au Soudan et les gens peuvent rentrer vraiment volontairement. Et c'est ce que je vois exactement à mon propre cas aussi, parce que moi, j'ai vécu Darfour. Donc, Darfour, c'est qui a vécu vraiment une guerre pendant 21 ans. Je veux dire, depuis 2003, les guerres au Darfour n'ont jamais cessé. Donc, mes parents, qui étaient là-bas, qui ont déplacé aller vers le centre-ville, et moi-même, je me suis déplacé quand j'étais un enfant. Du coup, je me rappelle exactement vraiment le moment qu'on a été déplacé, on a été forcé à déplacer. Donc, l'immigration, quand on parle de l'immigration, moi, j'ai vécu plutôt comme mes collègues qui ont sur les vidéos, ils ont mentionné. Moi, j'ai vécu vraiment en 3 étapes, donc interne et à l'externe. Et du coup, malgré tout ça, je veux dire, toujours, en tant que migrant, on est prêt à contribuer dans n'importe où qu'on se trouve. Et là, peut-être si je reprendrais plutôt la première vraiment vidéo qu'elle a mentionnée vraiment aujourd'hui, et c'est exactement qu'on vit au Soudan aussi les mêmes cas. On a 5 millions de personnes soudanaises qui travaillent aujourd'hui dans les pays du Golfe. Donc il y a des médecins, il y a des professeurs et tout ça.
Mais le problème là-bas, c'est quoi vraiment? Dès que quelqu'un qui tombe malade, donc le lendemain, il les remplace avec d'autres personnes. C'est-à-dire on le renvoie au Soudan et on ramène quelqu'un d'autre pour les remplacer. Du coup, je vois que l'économie du Soudan aussi à la base, parfois on relie plutôt, on dépend plutôt sur c'est ce que les migrants qu'ils apportent depuis l'extérieur. Je crois que c'est très intéressant de souligner ici que finalement la vision que l'on a en Europe de migrants qui viennent s'imposer chez nous pour abuser de notre richesse sont en fait des gens qui sont forcés de quitter leur pays, leur village, et qui cherchent à, au contraire, s'installer, mais à participer à la vie du lieu où ils se trouvent, et qui pèsent énormément sur des pays qui sont extrêmement pauvres et déstabilisés. On l'a vu lorsque, à l'époque où Omar al-Bashir était encore au pouvoir et qu'il était sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, il s'était rendu au Soudan, est parti à la Cour pénale internationale qui aurait dû avoir l'obligation de l'arrêter. Mais évidemment que le poids des populations et des réfugiés à travers la frontière faisait qu'il avait entre ses mains aussi une capacité de déstabiliser le Tchad que le Tchad ne pouvait pas accepter et ne pouvait pas courir le risque finalement que ça soit réalisé en l'arrêtant et en remplissant ses obligations internationales. Donc on a des enjeux croisés sur l'immigration dans ces pays qui sont effectivement très pauvres et qui n'ont pas les moyens d'assurer la sécurité. Ce que Jamal nous dit également, c'est qu'il y a dans les camps où ils se trouvent une insécurité très importante parce que franchissent la frontière non pas seulement ceux qui fuient la guerre, mais aussi un certain nombre d'auteurs d'exactions au Soudan contre le peuple soudanais, c'est-à-dire que ces gens qui fuient leurs tortionnaires les retrouvent aussi dans les camps dans lesquels ils cherchent la sécurité. On pourrait en discuter encore effectivement des heures et des heures. Maya, peut-être sur deux points que l'on a vus également abordés par Dil Rabo et par Nasta Loïka, peut-être qui me sont venus en tant que juriste et avocat connu, travaillant dans le domaine aussi du droit des migrations en Suisse, la modification constante des lois qui était expliquée, que l'on connaît en Suisse aussi. On a une très grande instabilité législative parce qu'on nous fait constamment des lois qui visent à restreindre l'accès des migrants et leur prise en charge. Et puis on a effectivement la pression et la répression qui s'abat sur eux. Globalement, que souhaitez-vous nous dire de ces éléments-là ? Bon, effectivement, quand on regarde les révisions de la loi sur l'asile, c'est extrêmement difficile de suivre. Et je pense une difficulté qu'on a, je pense que c'était aussi dit, que tout est interdépendant. Mais on a très peu de coordination dans le domaine de la migration. Donc, que font les États? Chacun argumente avec ce discours, il faut être moins attractif que le voisin. Et je pense que c'est dans cette spirale qu'on se trouve, et on le voit pas seulement dans la législation, on le voit en partie aussi dans la jurisprudence. J'aimerais peut-être donner comme exemple l'aide d'urgence, qui bien sûr dit le tribunal fédéral revient à toute personne, peu importe si vous êtes en situation irrégulière, c'est un droit humain. Mais après, que nous dit le tribunal fédéral, voilà, l'ampleur des prestations peut varier selon qu'on est une personne qui doit quitter la Suisse ou non. Argument à l'appui, d'un côté, pour les personnes qui doivent quitter la Suisse, il n'y a pas un besoin d'intégration, etc. Et deuxième argument, il faut être dissuasif. Il faut inciter les gens à partir. Et là, il y a quand même pour moi une grande interrogation qui surgit, parce que la logique des droits humains et de ce droit fondamental, c'est d'assurer une vie conforme à la dignité humaine. Et comment on peut le faire d'une manière dissuasive? Est-ce que les êtres humains n'ont pas les mêmes besoins de base? Et je pense qu'on voit souvent l'affrontement d'une logique des droits humains qui est inclusive, qui dit qu'il ne faut pas faire des différences, etc., mais une politique migratoire qui fait le contraire. Aussi, une autre caractéristique du droit des migrations, c'est de catégoriser. Les sous-divisions qu'on fait, c'est absolument hallucinant sur le regroupement familial. Peu importe, il faut vraiment savoir dans quelle case vous vous trouvez pour savoir si on peut faire venir sa famille, quand on peut faire venir sa famille.
Donc là, je dirais au niveau d'égalité, on est loin, hein, je dirais, d'une conception égalitaire. Et peut-être encore pour mentionner, le pire, c'est si on finit dans la case sans statut légal, hein, une situation irrégulière. Là aussi, je suis co-responsable d'une law clinic sur les droits des personnes vulnérables et on s'est penché à un moment donné sur les droits des femmes sans statut légal. Et on voit, c'est le droit qui construit une vulnérabilité. Une femme sans statut légal qui s'est fait violer, elle ne va pas aller au poste de police parce qu'elle a peur d'être dénoncée, d'être envoyée. Elle ne va jamais même oser demander une aide d'urgence. Elle est titulaire en théorie, mais en pratique, voilà, on ne veut pas s'annoncer aux autorités. Donc je donne cet exemple aussi pour qu'on ne cherche pas toujours ailleurs, hein, parce qu'on regarde aussi chez nous, il y a des choses qui ne sont pas très satisfaisantes du point de vue des droits humains. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Je me souviens d'un cas que j'avais traité où c'était une famille avec des enfants en bas âge que l'on voulait absolument expulser de Suisse, qui finalement ont obtenu l'asile et sont parfaitement intégrés. Mais à l'époque où il y avait justement les procédures qui étaient en cours, nous avions eu un courriel qui avait été produit par l'une des autorités concernées. Et je me demandais si ce n'était pas un acte manqué parce que cet email n'aurait jamais dû se retrouver au dossier. Mais il y avait un membre d'une administration qui disait à l'autre « il faut les priver de leur logement parce qu'on pourra ainsi faire pression pour les forcer à quitter la Suisse ». Donc on était prêt à mettre à la rue une femme avec des enfants en bas âge et son mari, simplement pour les décourager de continuer la procédure d'asile et pour obtenir finalement le statut auquel ils avaient droit pour avoir fui les persécutions qu'ils fuyaient dans leur propre pays. Donc c'est aussi cela l'image finalement que l'on donne, même si on cherche à la cacher au sein de procédures qui ne sont pas toujours très faciles à suivre, notamment parce que même pour nous, avocats, la multiplication des modifications législatives nous rend extrêmement compliqué un conseil à la clientèle. Quand on leur dit « ah bah tiens, aujourd'hui, dans 5 ans, vous aurez telle possibilité parce que la loi vous autorisera à recevoir tel ou tel permis après tant d'années de présence en Suisse. Mais le temps qu'on arrive à l'échéance, elle peut avoir doublé puisque le législateur peut changer la loi d'ici là. Et du coup, on n'est jamais sûr de ce que l'on peut dire ou de ce que l'on peut proposer et ça, effectivement, perpétue une forme de précarité que le droit institutionnalise. Peut-être je peux juste encore ajouter le risque aussi ou la tendance vers la criminalisation de personnes étrangères. On avait aussi travaillé dans le cadre de la law clinic sur les jeunes personnes non accompagnées. Et là, on a aussi constaté souvent, voilà, les personnes n'ont pas de papier, donc on va faire des tests osseux, etc., pour évaluer l'âge. D'ailleurs, des tests qui sont d'une fiabilité extrême. Et on a appris aussi qu'il y a une tendance après si le test dit que la personne est majeure, de poursuivre ces personnes en disant vous avez commis une fraude à l'aide sociale, alors que déjà les prestations données sont quand même, je dirais, minimes. C'est difficile d'accueillir toutes ces personnes jeunes dans des bonnes conditions. Et là, je m'interroge aussi quand même sur une telle pratique. Il est clair qu'on a beaucoup de mineurs non accompagnés, que tous ceux qui se prétendent mineurs ne le sont pas forcément, c'est certain. Il y en a c'est clair, j'entends quand vous avez un enfant de 12 ou 13 ans, il n'y a pas de question qui se pose, mais quand vous êtes dans la limite entre 16 et 18 ans, ce n'est pas évident. Et puis ces tests, ceux qui sont des tests que la justice considère comme étant des expertises, ne sont pas fiables et scientifiquement sont contestés par les personnes mêmes qui peuvent mener ces examens, mais surtout, ils sont représentatifs de valeurs d'hommes blancs caucasiens. C'est-à-dire que lorsque vous avez les mêmes tests d'évaluation qui sont faits sur d'autres groupes ethniques que l'homme blanc caucasien, il peut y avoir des différences parfois importantes, couvrant jusqu'à 2 ou 3 ans. Et c'est toute la problématique d'être dans cette zone-là lorsqu'il s'agit de déterminer si une personne est mineure et doit donc avoir une protection supplémentaire ou si elle ne l'est pas. Et c'est vrai que lorsque l'on en arrive derrière à dire « Ah bah tiens, le test dit que tu es majeur parce qu'il considère que tu as 18 ans et 3 mois, mais avec une marge d'erreur de presque 1 année et demie, donc potentiellement nettement moins que la majorité, alors on porte plainte contre toi parce qu'effectivement, en recevant des prestations pour mineurs, tu as trompé
l'administration, et du coup c'est une sanction pénale derrière qui vient et qui passe devant le tribunal pour les adultes, puisqu'on considère qu'il n'est pas mineur. Et c'est un vrai problème, et on sombre dans beaucoup d'arbitraire dans ces situations-là, mais on ne réglera pas l'ensemble des questions aujourd'hui, mais je pense qu'il est important que vous ayez aussi connaissance de ces enjeux que l'on voit dans la pratique, parce que ce ne sont pas ceux que l'on retrouve dans les médias. Je vous propose de passer à l'intervention d'Armel Nyangere, qui est un confrère, un avocat du Burundi, et qui a dû se relocaliser à l'extérieur du pays parce que dans sa carrière, il a commencé à défendre des victimes du régime de Nkurunziza devant la Cour pénale internationale, le Burundi étant un État partie à la Cour. Et puis, pour empêcher les victimes d'être représentées, les autorités du Burundi ont décidé de le sanctionner et de le privé de sa qualité d'avocat, de le radier du barreau avec d'autres confrères, parce que s'il est radié de son barreau d'origine, alors il perd la capacité d'être sur la liste des conseils devant la Cour pénale internationale, et donc les victimes n'ont plus de relais, n'ont plus de voix, n'ont plus d'assistance. Et nous avions, avec quelques confrères, travaillé à les représenter devant les autorités du Burundi pour contester leur radiation du barreau. Finalement, il n'y a jamais eu de décision finale rendue, mais il n'a jamais pu réintégrer l'exercice de la profession dans son pays, et il se retrouve à avoir dû reconstruire une carrière et une capacité à mener des actions de promotion et de protection des droits humains à l'étranger. Je vous propose de l'écouter. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Maître Armel Nyangere. Je suis avocat de profession et défenseur des droits de l'homme. Je suis le président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture à Kat Burundi. Et je suis aussi le secrétaire général d'une organisation SOS Torture Burundi qui a été créée en exil depuis 2015. Et en tant qu'avocat, je fais partie d'un collectif des avocats des partis civils où on a soumis plusieurs cas devant la Cour pénale internationale CPI et dans d'autres mécanismes africains comme la Commission africaine des droits de l'homme des peuples et d'autres mécanismes onusiens de protection des droits de l'homme. Là, je parle le Comité contre la torture, le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies et d'autres instances internationales. Mon travail consiste à défendre les victimes, à documenter et dénoncer les abus et à plaider pour des réformes qui protègent les droits fondamentaux. En 2015, mon engagement pour les droits humains m'a contraint à quitter le pays, mon pays, le Burundi, et à demander l'asile, comme d'autres défenseurs, suite à la répression qui s'est intensifiée dans le pays liée au troisième mandat de fait président Pierre Nkurunziza. Être en exil n'est pas sans obstacle. L'isolement, la difficulté d'accès à des ressources et le risque constant de représailles peuvent rendre le travail difficile d'un défenseur. Et pourtant, de nombreux défenseurs trouvent dans ces défis une motivation supplémentaire pour continuer leur combat. Et souvent, l'exil devient alors non pas un obstacle, mais un nouveau champ de bataille où les stratégies sont adaptées pour continuer la lutte pour la justice et les droits humains. Et en conclusion, l'exil peut transformer l'expérience de lutte d'un défenseur des droits de l'homme, mais il ne l'arrête pas. La détermination à faire entendre la voix des opprimés, même depuis un pays étranger, reste intacte et le travail continue sous de nouvelles formes avec une portée potentiellement encore plus large. Donc, il y a continuer le travail en exil, notamment le monitoring à distance. Même héros de ton pays, un défenseur peut continuer à surveiller la situation des droits humains grâce à un réseau d'observateurs sur place, souvent invisibles pour leur propre sécurité. Il est possible de documenter les violations des droits humains en temps réel. Une telle documentation peut ensuite être utilisée pour informer la communauté internationale et les mécanismes de justice internationale. Je pense que ce genre d'expérience devrait être partagé à d'autres défenseurs pour essayer d'apprendre, parce qu'il y a ceux qui croient ou ceux qui pensent qu'un défenseur, lorsqu'il quitte son pays, il ne va pas continuer à travailler, il devrait se focaliser sur
les procédures d'asile seulement, mais lorsque tu es très engagé, tu peux continuer à donner et à faire un plaidoyer pour l'évolution de la situation de ton pays. Et souvent, l'exil offre souvent l'opportunité d'amplifier la voix des victimes et parce que tu es protégé. Et lorsque tu es dans le pays, et tu ne peux pas continuer à travailler lorsque le gouvernement continue à mettre en avant la persécution des défenseurs. Et ce sont des défenseurs qui sont en exil qui peuvent amplifier la voix des victimes. Donc, un défenseur des droits en exil peut plaider auprès des organisations internationales, des Nations Unies, des gouvernements étrangers pour attirer l'attention sur les violations en cours. Le plaidoyer peut inclure des interventions, des conférences, des rencontres avec des diplomates ou la participation à des sessions comme celle du Conseil des droits de l'homme. Et maintenant, il n'y a pas beaucoup d'organisateurs, de défenseurs qui peuvent venir participer et faire une déclaration orale devant le Conseil des Nations Unies. Et tout ça montre que le travail en exil, le travail de défenseur en exil peut être une autre opportunité pour essayer d'amplifier la voix des victimes et pouvoir aussi dénoncer les violations des droits de l'homme. Et aussi, ça peut être en exil permet souvent de se connecter avec d'autres organisations internationales de défense des droits humains. Ces collaborations peuvent renforcer les efforts de plaidoyer, fournir un soutien juridique et mobiliser des ressources pour des campagnes internationales, ce que tu ne peux pas faire lorsque tu es dans un pays où il y a un gouvernement autoritaire, un gouvernement qui persécute les défenseurs des droits de l'homme. L'alliance avec d'autres organisations permet de partager des stratégies et d'élaborer des réponses communes aux défis rencontrés. L'exemple d'Armel est intéressant parce qu'il nous montre à la fois qu'il y a une répression effectivement pénale à l'origine, qu'il y a des difficultés, mais que l'on peut faire quelque chose et puis que l'exil amène aussi des opportunités nouvelles. Il y a quelques années, la Fondation Martin Hennals a remis des prix à 3 lauréates en même temps et il se trouvait que pour la première fois, c'était 3 femmes. Nous avions décidé de communiquer sur cet élément-là et de mettre en avant l'identité femme de nos 3 lauréates pour montrer l'importance des femmes dans la promotion et la défense des droits humains et montrer aussi qu'elles subissent un risque et des pressions particulières. En fait, ça ne les intéressait pas du tout. C'était 3 femmes de 3 continents différents, de 3 générations différentes, avec 40 ans d'écart entre la plus jeune et la plus âgée des 3. Et elles se sont retrouvées lorsqu'elles ont commencé à parler de leur expérience commune, qui était celle de la détention. Et finalement, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un élément commun à l'ensemble de nos 60 lauréats ces 30 dernières années qui se retrouvent dans 45 pays différents sur tous les continents et dans tous les domaines des droits humains. C'est l'expérience de la répression pénale, l'expérience de la détention et les personnes qui sont détenues pour les empêcher de continuer les actes de promotion des droits fondamentaux le sont comme des détenus politiques la plupart du temps dans des conditions qui sont même inférieures à celles des autres prisonniers dans ces états-là. Et c'est quelque chose que l'on trouve aussi en Europe, que l'on trouve aussi ici. Depuis quelques années, je défends des activistes du climat. Ce sont les seuls dossiers de toute ma carrière dans lesquels j'ai systématiquement, à chaque procédure, reçu des menaces de la part des autorités de poursuite pénale pour m'empêcher de plaider. Et ça ne s'est jamais concrétisé parce qu'ils n'ont jamais osé aller jusque-là, parce que je sais aussi quelles sont les limites qui sont les miennes en tant qu'avocat, et je sais aussi la déférence que je dois garder, même dans une critique des décisions qui sont rendues vis-à-vis des procureurs et des juges, mais c'est le seul domaine où j'ai connu ce genre de menaces, et c'était systématiquement dans toutes les procédures. Donc ce n'est pas un cas isolé, on est face à des pressions, une répression pénale des activistes, même en Suisse, et on a des études du rapporteur spécial des Nations Unies sur les activistes du climat qui montrent que la répression pénale de ces activistes-là est l'une des raisons du recul de l'écologie politique. Donc il y a un sens à réprimer les voix discordantes, c'est
d'avoir des conséquences politiques pour fragiliser les droits de chacun. J'aimerais que l'on entende d'ailleurs sur ce sujet notre dernier orateur qui est présent avec nous en ligne, Panayote Dimitras, qui se trouve en Grèce. Panayote, je vois que vous êtes avec nous. Merci d'avoir patienté jusqu'à présent, parce que Panayote est justement l'un de ces exemples de personnes engagées dans l'aide aux migrants, dans la promotion des droits humains, et qui fait l'objet lui-même de pression et de répression en Grèce. Il aurait dû être avec nous ici parce que nous avions espéré dans un premier temps que sa situation le permettrait, mais il a fait l'objet d'autres décisions qui finalement l'empêchent de quitter le pays et qui l'obligent à intervenir à distance avec nous. Panayote, est-ce que je peux vous proposer de vous présenter, de nous expliquer un petit peu votre expérience et votre engagement? Bonsoir et je vous remercie de l'invitation et de l'occasion de participer à cette réunion très importante. Il est vrai que, comme vous avez souligné, il y a des choses qui se passent en Europe, traditionnellement démocratiques, qui sont quand même un peu comparables à celles qu'on a entendues de mes collègues qui viennent soit du Bélarus, soit en dehors de l'Europe. Et en effet, cela me permet de faire un petit commentaire sur le titre que vous avez choisi pour cette soirée. La démocratie s'arrête là où gisent les droits des migrants et migrantes, et j'ajouterai, et de leurs défenseurs, ou de défenseurs de leurs droits. Parce que finalement, les droits des migrants et migrantes dépendent beaucoup, et partout dans le monde, de la possibilité d'être défendus par des défenseurs et des défenseuses qui espèrent que finalement seront bien acceptés par les tribunaux ou enfin les procureurs selon les systèmes. Et j'imagine que votre titre veut aussi dire que ailleurs que les droits des migrants et migrantes, surtout en Europe occidentale, si on peut utiliser l'ancien mot, il y a une meilleure démocratie, on n'est pas dans la même situation. En effet, c'est un constat que la rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits humains, Mary Lawlor, a fait au bout de sa visite en Grèce en juin 2022. Elle a passé une dizaine de jours pour évaluer la situation de défenseurs des droits humains. Et dans le cadre des obligations et des engagements que tout État doit remplir en application du droit international. Donc, c'était une des visites qu'elle doit faire et qu'elle effectue dans presque tous les pays. C'est pas qu'elle a choisi la Grèce et c'est pas le sujet des migrants. Mais, une fois qu'elle a fait cette visite, et je cite le premier paragraphe de ses conclusions, elle a trouvé que les défenseurs des droits de l'homme qui promeuvent et protègent les droits des migrants, les défenseurs d'asile et des réfugiés, y compris les avocats des droits de l'homme, les travailleurs humanitaires, les bénévoles, les journalistes, ont été victimes de campagnes de diffamation, d'un environnement réglementaire changeant, de menaces et d'attaques et d'un usage abusif du droit pénal à leur encontre à un degré choquant. Dans d'autres domaines, ajoute-t-elle, il existe en Grèce un environnement généralement favorable à la société civile et aux défenseurs des droits de l'homme. Je ne sais pas si en Suisse c'est la même chose, mais en tout cas, il est vrai que dans plusieurs pays de l'Europe, de l'Union européenne,
le traitement de défenseurs des droits humains est très différent, ça c'est moi qui l'ajoute, hein, selon qui ils défendent, ou ils ou elles défendent les droits des migrants réfugiés ou dans les autres domaines. Et en ce qui concerne la Grèce, c'est finalement mon cas. 2 ans et demi après la visite de Lolo, le comité des droits de l'homme de Genève a fait l'examen de la Grèce qui fait tous les 5 ou 6 ans. Et dans ses conclusions, il dit que s'il apprécie les efforts considérables déployés par la Grèce pour répondre à l'afflux massif de demandeurs d'asile, de réfugiés et de migrants, le comité reste gravement préoccupé par les multiples informations faisant état de refoulement aux frontières maritimes et terrestres de la Grèce en violation du principe de non-refoulement. À cet égard, le comité est profondément préoccupé par les allégations de recours excessif à la force, de mauvais traitements, de détention en secret et de l'absence de garanties procédurales et juridiques dans le cadre des opérations de refoulement, ainsi que par la détention de ressortissants de pays tiers dans des centres de détention avant expulsion sans aucune perspective tangible de retour. Le comité est également préoccupé par l'absence d'enquête systématique sur les allégations de refoulement et par l'absence de responsabilité. Le comité déplore enfin la mort de centaines de migrants lors du naufrage de Pylos en juin 2023. J'imagine que vous avez quelque part vu qu'on a perdu apparemment 600 personnes dans ce naufrage horrible d'un bateau que les autorités grecques essayaient de faire éviter qu'ils arrivent en Grèce, mais essayaient de le faire orienter vers l'Italie. Alors, le comité a fait ces conclusions-là parce qu'il a des informations de plusieurs ONG, dont la nôtre, et d'autres instances comme le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l'Europe, du Comité contre la torture de l'ONU, etc. Et il est vrai que sans les défenseurs des droits humains, vous n'auriez pas cette description de la situation en Grèce. Et c'est pour cela que une autre dimension que le comité a dû ajouter, et c'est la première fois, si vous regardez ces rapports tous les 4 ou 5 ans sur la Grèce, qu'il doit le dire, il a parlé des défenseurs, et il a dit que le comité est préoccupé par les informations faisant état d'un environnement de plus en plus hostile à l'égard des défenseurs des droits humains, en particulier ceux qui travaillent avec les réfugiés, les demandeurs d'asile et les migrants, notamment par des campagnes de diffamation, d'actes d'intimidation, d'harcèlement et de menaces. Le comité est particulièrement préoccupé par le harcèlement judiciaire et les poursuites pénales contre les défenseurs des droits humains, en particulier l'interdiction de voyager et le gel des avoirs est posé à M. Panayotis Dimitras de l'Observatoire grec des accords d'Helsinki. Et à cet égard, le comité regrette que la Grèce n'ait pas fourni d'informations sur le cas de M. Dimitras parce que le comité a demandé 2 fois pendant l'examen de la Grèce des informations et la réponse de la Grèce c'est que tout cela est devant la justice. Il est donc vrai que je voudrais bien être là avec vous, mais je ne peux pas être parce que une des mesures prises en entendant la fin de
procédure judiciaire contre moi et contre le directeur de GMBOT Report qui enregistre chaque jour des dizaines, voire des centaines d'arrivées ou de refoulements, ça dépend, de migrants entre la Turquie et la Grèce. Et jusqu'à la fin de cette procédure, moi, je ne peux pas quitter la Grèce. Et lui, Tommy Olsen, qui est norvégien, qui travaille à partir de la Norvège, n'ose pas quitter son pays parce qu'il y a un mandat d'arrêt international contre lui, très abusif parce que il a répondu, et bien sûr, il n'y a rien de criminel dans notre cas, et tous les autres dossiers semblables traités finalement par les tribunaux en Grèce ont abouti à des acquittements et des non-lieux. Mais comme quelqu'un assez haut placé dans le système des instances indépendantes en Grèce, donc je ne dirais pas plus sur ce qu'elle est, elle a dit que ces mesures-là contre Olsen et contre moi sont prises pour nous tenir en otage en espérant qu'on ira moins à la Grèce et au pays qu'on l'a fait jusqu'ici. Et il est vrai qu'on a dû faire moins pour ces personnes-là, au moins en entendant que une quarantaine de plaintes devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg soient décidées en 2025 probablement, et nous espérons qu'il y aura des condamnations de la Grèce dans tous les cas. Nous avons intervenu comme tiers partie dans ce cas-là. Mais est-ce que cela va changer vraiment l'attitude du gouvernement? Je le doute, surtout que nous sommes à une période où on voit que plusieurs gouvernements en Europe et en Amérique du Nord vont dans la mauvaise direction et sont moins ou moins respectueux des droits humains et de plus en plus intolérants envers les défenseurs. Et cela n'a pas l'air de changer dans l'immédiat. Je vous remercie encore de m'avoir entendu et je suis prêt puisque je suis le seul live, à répondre à des questions si nécessaire. Merci. Merci Panayote. Nous allons effectivement passer à quelques questions et je crois qu'il y a un micro qui peut circuler. C'est vous qui l'avez. Levez la main et ayez l'amabilité de vous présenter rapidement lorsque vous prenez la parole et de nous dire à qui vous souhaitez poser une question ou faire un court commentaire si vous le préférez. Personne? Ça ne vous a pas inspiré? Où? Ici? Ah oui, tout au fond. J'ai la lumière dans les yeux, donc je ne vois pas du tout. C'est Manon, c'est ça? Bonsoir, merci. Manon Karatas, directrice de la Fondation Martin Ennals. Monsieur Panayote Dimitras, j'aurais aimé que vous nous racontiez un peu plus les démarches qui ont été prises contre vous et l'étendue de jusqu'où les restrictions vous affectent. De ce que je comprends, vous n'êtes pas seulement interdit de territoire, mais vous êtes interdit de sortir d'Athènes. Donc j'aurais bien aimé en entendre un peu plus et aussi sur les mesures et les justificatifs, les charges qui sont données contre vous. Merci.
Merci pour la question. La décision, c'est l'interdiction de sortir du pays. Aussi, une caution de 10 000 euros. Aussi, devoir se présenter tous les 15 jours à la police pour bien signaler que je suis en Grèce et non pas à l'étranger. Théoriquement, je dois le faire à la police d'Athènes où j'habite, mais maintenant que je vous parle, je suis à l'île de Céphalonia, où nous avons une maison secondaire, et j'arrive ici, je leur dis que je suis ici, donc c'est à eux de décider. Et bien sûr, le gel d'un compte qui n'a pas d'argent lié même à l'ONG, et il y a de l'argent personnel d'une maison qu'on avait vendue. Mais je souligne avec phrase que ces mesures, ce cas-là, c'est un des 61 qu'on avait rapporté aux autorités, arrivée des personnes de la Turquie en Grèce, soit en traversant la mer Égée ou traversant la frontière terrestre à Evros. Et c'est le seul qui est allé aussi loin, malgré le fait que et ça je peux le dire parce que c'est officiel, le médiateur de la République et la directrice des programmes de la UNHCR à Athènes ont fait des dépositions dans ce cas-là en disant comment on travaille avec eux, parce que c'est finalement à ces deux autorités, en plus des autorités grecques, qu'on rapportait ce qui s'est passé. Mais il est clair que l'intention, c'est de tenir en otage psychologique, parce que quand le Parlement européen, en début de cette année, a inclus dans un rapport très négatif sur l'état de droit en Grèce mon cas, la réponse du gouvernement et de la Cour suprême de la Grèce était de donner des fausses informations, que j'avais été arrêté, ce qui n'était pas le cas, que j'avais communiqué avec les trafiquants, ce qui n'est pas le cas, et c'est pour cela qu'il y a ces mesures contre moi. Et donc tout cela reste dans un imbroglio, dans mon cas, de 5 ou 6 plaintes juridiques. Et dans le cas de mon collègue qui est en Norvège, il n'ose pas aller prendre des vacances, même de l'autre côté de la frontière nordique, parce qu'il ne sait jamais si le mandat d'arrêt ne va pas venir dans un ordinateur. Et c'est pas très agréable. C'est pas très agréable pour lui et pour moi. Vous voyez que nous sommes là en Norvège ou en Grèce, et que ce n'est pas forcément ce que l'on attend comme réaction d'États qui, au demeurant, sont démocratiques. D'autres questions, une autre intervention parmi vous? Oui. Merci. Bonsoir. J'aimerais poser une question à la professeure Maya Ertig. C'est quand on voit, à l'aune de tout ce qui a été dit ce soir, les politiques d'externalisation des frontières vers des zones où la défense, la protection des défenseurs des droits humains n'est pas garantie, est-ce que ça ne peut pas être perçu comme une forme de délocalisation un peu de la justiciabilité des droits humains? Bon, effectivement, ces politiques d'externalisation sont problématiques. Est-ce qu'on peut dire on externalise les droits humains? En tout cas, les droits humains ne connaissent pas un no man's land. Ils s'appliquent partout. Ils sont censés s'appliquer partout. Et ce qui est quand même intéressant, que des organes dans le domaine de la protection des droits humains ont réagi à certaines politiques d'externalisation. Par exemple, le cas typique, un navire qui est en train de couler, et l'Italie
et le Malte, par exemple, chacun attendait que l'autre fasse quelque chose. Et là, le Comité des droits de l'homme a estimé que les deux pays, au fond, avaient violé le droit à la vie de ces personnes migrantes. Et l'argument de dire « mais bon, c'était en haute mer, c'était pas sur notre territoire », ne vaut pas. Donc j'ai l'impression... Les organes dans le domaine de la protection des droits humains essayent de combler un peu ces vides, hein, ces trous noirs que les États veulent construire, mais on a toujours un peu de retard et les États vont penser à des nouvelles mesures. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement, en quelque sorte, créer des trous noirs qui ne devraient pas exister? Avec la problématique, on a vu que l'Italie, les tribunaux ont cassé les décisions de renvoi de migrants vers l'Albanie. On a vu aussi qu'en Angleterre, la relocalisation de migrants vers le Rwanda avait été bloquée par les tribunaux nationaux. Donc on a un système judiciaire qui fonctionne et qui applique le droit. Sauf qu'il est immédiatement attaqué comme rendant des décisions politiques contre les pouvoirs en place, et l'étape suivante, c'est la décrédibilisation du système judiciaire que l'on va taxer de politique, donc on va mettre en cause son impartialité, et du coup on va décrédibiliser même le droit. Et à partir de là, effectivement, on va essayer de supprimer le dernier obstacle à ces décisions politiques de relocalisation, c'est-à-dire que l'on va empêcher le juge de faire son travail de contrôle de la bonne application du droit, parce que finalement, on considérera que ces migrants n'en valent pas la peine. Peut-être pour vous le dire un petit peu rapidement. Autre question, oui, au premier rang ici. Bonsoir, je m'appelle Oscar Crétenant, je viens de finir mes études en travail social et je trouve que cette soirée était très intéressante, néanmoins un peu négative, et c'est une situation qui est compliquée et qu'on voit en fait qui est très complexe. Il y a des discours qui vont dans tous les sens par rapport à la migration, en tout cas de ce que je peux entendre ici ou en France, ce qui nous touche de plus proche. Et j'avais une question pour vous tous qui vivez avec ça au quotidien, qui vous battez pour les causes des migrants. Qu'est-ce que nous, en tant que citoyens suisses, qu'est-ce qu'on peut faire, et aussi une question sur votre regard sur l'avenir, sur comment est-ce que vous voyez ces prochaines années, en espérant avoir aussi une touche un peu positive là-dedans, même que c'est une situation compliquée. Merci. Merci. Vu l'heure qu'il est ce que je peux vous proposer que nous traitions votre question comme une possibilité de conclusion pour chacun de nous, en proposant peut-être à Panayote, qui est à distance, de répondre à cette question tout en formulant une courte conclusion pour la soirée. Bon. Je voudrais plutôt prendre la première phrase de cet intervenant en disant qu'il a entendu des discours négatifs. Je dis toujours que si le droit fonctionnait comme il le faut, on n'aurait pas besoin de défenseurs. Et le fait que on est très loin de là a été très bien démontré aujourd'hui par des situations très différentes. Et j'espère que les choses pourraient être un peu mieux l'année prochaine ou l'année d'après. Mais je ne suis pas très optimiste et je suis presque sûr que mes collègues qui sont intervenus par des vidéos ne le sont pas plus que moi. Merci Panayote. Aziz, en essayant peut-être de trouver un peu d'optimisme. Oui, c'est vrai, mais avant de répondre à la question, je vais juste faire un petit commentaire par rapport à l'externalisation. Je pense qu'on doit rappeler quand même, parce que l'externalisation, c'est devenu une politique aujourd'hui que la plupart des États
qu'ils sont en train de l'utiliser comme une manière de bloquer les migrants pour accès à leurs droits. Du coup, clairement, c'est une violation des droits humains et une violation de la principe de la démocratie. Donc aujourd'hui, on a l'Italie avec l'Albanie, on a l'Australie avec Papua-Nouvelle-Guinée, on a le Danemark avec le Kosovo, on a aussi les États-Unis qui utilisent des pays comme le Panama, comme le Mexique et aussi comme le Guatemala. Donc c'est comme vraiment un endroit où ils délocalisent les migrants depuis les États-Unis pour l'enfermer là-bas. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je pense que qu'on en parle moins en moins parce qu'il y avait d'autres crises qui les bloquent. Par rapport à la deuxième question, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il y a beaucoup de choses en tant que l'individu, on peut le faire. Hein? Je vais commencer. On doit continuer à parler sur ce sujet, continuer à engager avec les organisations qui sont en train d'aider les migrants, continuer à sensibiliser notre voisin, ou bien plutôt on commence avec notre maison, à l'intérieur de où on habite avec nos parents et tout, on demande à nos parents, est-ce qu'ils sont vraiment au courant de ce qui se passe? Et je vous donne un exemple, surtout en Australie, pendant le moment qu'ils ont vraiment renvoyé les migrants depuis l'Australie à Papua-Nouvelle-Guinée. Donc c'est un pays, c'est un continent de 20, c'est un pays qui a autour de 25 millions de populations. Il n'y avait que 5 millions de populations qui ont été au courant de ce qui se passe. Donc il y a 25 millions qui sont complètement, il n'y a rien à voir avec ce qui se passe. Du coup, grâce à la mobilisation de 5 millions de personnes et grâce à la participation activement des défenseurs et défenseuses des droits humains qui sont vraiment enfermés à l'intérieur de centres de rétention, soit Papua-Nouvelle-Guinée ou bien en Nauru, ils ont arrivé à sensibiliser à peu près la moitié de la population. Du coup, en tant qu'individu, toujours il y a des possibilités qu'on peut vraiment faire quelque chose. Merci Aziz. C'est vrai que ton expérience sur place en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est toi qui es à l'origine finalement de la prise de connaissance de la situation qu'on ignorait absolument totalement, et c'est bien la raison pour laquelle tu as été distingué du prix Martin Ennals en 2019. Maya, quelques mots de conclusion, si possible optimistes également? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense d'abord s'engager. Il y a beaucoup de possibilités pour s'engager. On n'a pas besoin d'être juste juriste. Le travail social, je pense, offre beaucoup d'opportunités aussi. Il y a un besoin aussi dans le domaine de la migration d'avoir ce type de soutien. En Suisse, avec la démocratie directe, voter, et je dirais voter d'une manière éclairée dans le sens voilà, de ne pas juste se laisser prendre par ces projets, parfois vraiment xénophobes, il faut le dire. Et je pense aussi soutenir la justice nationale et internationale. Il était avant question de décrédibiliser la justice. Je pense quand on suit un peu les discussions en Suisse autour du jugement de la Cour sur les aînés sur le climat, il faut dire, mais au fond, là, on sape aussi la crédibilité du système international de la protection des droits humains. On peut être en désaccord avec un arrêt, mais on n'a pas besoin d'afficher haut et fort qu'on ne voudrait pas le mettre en œuvre. Je pense qu'on lance là un signal vraiment néfaste aussi voilà, à d'autres États qui vont dire si la Suisse ne respecte pas, pourquoi nous? Et peut-être juste pour, avant l'intervention selon laquelle, idéalement, on n'aurait pas besoin des défenseurs des droits humains, m'a fait penser à une citation de Bertolt Brecht. Je la connais en allemand, donc je dois la traduire. Peut-être je vais la traduire mal, je ne sais pas, mais qui dit au fond, est pauvre le pays qui n'a pas de héros, mais est pauvre le pays qui a besoin de héros. Alors, c'est un peu la même idée. Et peut-être c'est le pire si on a besoin, on n'a pas d'héros et on en a besoin. Voilà. Je crois que la situation dans laquelle nous nous trouvons vis-à-vis des migrants, c'est que nous avons besoin d'un ennemi et que nous avons besoin justement d'un recours au bouc émissaire, ce qui est vieux comme l'humanité, et que désigner l'étranger comme figure de criminalité, porteuse de problèmes, qui vient troubler finalement notre système, notre société, et que l'on doit donc rejeter pour assurer l'unité de la société, c'est quelque chose qui a partout toujours existé, mais qui aujourd'hui prend des dimensions absolument inédites avec les caisses de résonance qu'offrent les réseaux sociaux en particulier. Et ce que l'on voit, c'est des processus qui sont récurrents. La déshumanisation de l'autre. Il est un étranger,
Il est noir, il est musulman, il est homosexuel, peu importe. Mais il est différent, donc il n'est pas mon égal. Il y avait une banderole dans une ville irakienne que le pape François avait visitée avec une citation d'Ali qui disait « Les êtres humains sont de deux sortes, mes frères dans la foi, mes égaux en humanité. » Si l'on appliquait ceci, l'on n'aurait pas de difficulté, mais on déshumanise l'autre. Et pourquoi est-ce qu'on le déshumanise? Parce qu'une fois qu'il n'est plus un être humain égal à nous-mêmes, alors nous pouvons réprimer, alors nous pouvons renvoyer, alors nous pouvons ne pas lui reconnaître les mêmes droits que l'on devrait reconnaître à tout autre être humain égal à nous-mêmes. Et lorsque l'on se heurte au droit, alors on modifie le droit, parce que les politiques prennent le pouvoir et deviennent majoritaires après avoir fait peur à la population. Et puis lorsque, malgré tout, les tribunaux résistent, alors on va commencer à nommer des juges, on va décrédibiliser les juges, on va attaquer le système, parce que l'on va dire que ces décisions en droit sont politiques, alors qu'au contraire, on veut les politiser pour justement qu'elles ne disent que ce que l'on a envie qu'elles disent. Et c'est un processus long, et c'est un processus dans lequel, en Europe, nous sommes engagés. Donc nous devons pouvoir l'arrêter. Le président du jury du prix Martin Ennals a coutume de dire « Nous pouvons tous être des défenseurs des droits humains, mais nous ne le voulons pas tous ». Et je crois que finalement la conclusion qui s'impose ce soir, c'est que nous devons le vouloir, parce que c'est comme cela que l'on pourra faire passer l'information, faire connaître la situation aux autres. Et je pense que toute personne de bon sens acceptera de partager son humanité avec les autres si elle est correctement informée et si elle n'a plus besoin d'avoir peur de l'autre et qu'elle pourra donc à ce moment-là opposer une réponse raisonnée à ces arguments de haine que l'on entend beaucoup trop souvent. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et votre présence ce soir. Nous devons conclure ici. Je remercie toute l'équipe de la Semaine des droits humains qui, chaque année, nous intègre dans son programme. Et je pense que c'est effectivement une bonne chose que de pouvoir vous faire connaître nos lauréates et lauréats. Je remercie Aziz d'avoir participé avec nous ce soir, la professeure Maya Ertig-Randall également. Et puis j'aimerais vous rappeler que le 21 novembre, jeudi prochain, à la salle communale de Plainpalais, vous aurez la possibilité de nous rejoindre également pour découvrir qui sont les deux lauréats du prix Martin Ennals 2024. Vous verrez que ce sont là aussi des personnalités extrêmement touchantes et dont l'engagement mérite le plus grand respect. Et vous aurez surtout la possibilité de passer une bonne soirée. Il y aura un cocktail dînatoire offert par la ville comme chaque année. Et puis nous aurons surtout en dernière partie de soirée un échange entre les membres du jury et une jeune activiste des Young Activist Summit des Nations Unies qui finalement les placera face à la situation et aux attentes de la jeune génération qui est aussi porteuse d'avenir et d'espoir pour répondre à la dernière question qui nous a été posée. Merci d'avoir été avec nous ce soir et bonne fin de soirée à vous.